Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. L'intervention de Nicolas Sarkozy à la télévision a attiré plus de 16 millions de téléspectateurs cumulés sur les 6 chaînes qui la retransmettaient. Chiffre communiqué ce matin par l'Institut Médiamétrie. À moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle, le chef de l'État a répondu aux questions de 4 journalistes pendant près d'1 heure. S'il a refusé d'annoncer sa candidature à la présidentielle, il n'a pas pour autant laissé planer le doute sur celle-ci. Le président de la République a toutefois annoncé plusieurs mesures chocs pour sortir de la crise. Parmi elles, un relèvement d'1,6 de la TVA. Avant même son annonce officielle, cette mesure était loin de faire l'unanimité. Réaction dans les allées d'un marché byzantin. Elle est là, cachée dans les étiquettes. Elle ne fait pas tant parler d'elle, mais son augmentation pourrait faire grincer bien des dents. La TVA va-t-elle grimper? Pour tous, ce serait une bien mauvaise nouvelle. Des annonces, ils en ont plein tous les jours. Voilà, il y a un truc qu'on paye plus cher. Un jour c'est le gaz, un jour c'est l'électricité. Voilà, l'essence, la TVA. Enfin, ça fait tellement que les gens finalement, il y a un effet de lassitude, quoi. Voilà, une de plus. C'est injuste comme impôt. Il y a certainement des choses à faire pour redistribuer la richesse, mais c'est pas de cette façon-là. C'est pas sur la TVA qui touche toute la population, quel que soit son revenu. Donc je pense que c'est pas une bonne mesure. L'inquiétude est partagée par les commerçants qui redoutent la fonte du chiffre d'affaires si les prix repartent à la hausse. Le problème, c'est que moi, je peux pas du tout augmenter mes tarifs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne suit pas derrière, les gens n'achètent pas. Ils ont déjà du mal. Vous aviez avant un panier de 40 €, maintenant il est devenu à 20, etc. Alors quand un de 10 est devenu à 5. Alors vous voyez, comment il faut faire du chiffre, il faut vivre comme on fait. C'est vraiment quelque chose qu'on considère vraiment comme injuste. Et donc on constate que finalement les réactions du gouvernement se font au moment où il y a des élections. L'efficacité de cette augmentation de 1,6% de la TVA est déjà contestée par l'opposition et les principaux candidats à la présidentielle. Ce début de semaine marque la première réelle offensive de l'hiver. Température glaciale, verglas, neige jusqu'à 15 cm attendus à certains endroits. 23 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. L'Ouest arrive en tête des régions concernées, mais l'épisode neigeux touchera dès cet après-midi l'Aquitaine, le Limousin et le centre. Des conditions de circulation difficiles sont donc à prévoir. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le plan Grand Froid a été activé. Des places d'hébergement supplémentaires ont été prévues, mais certaines associations n'avaient pas attendu la décision en préfecture et avait anticipé. C'est le cas à Arras et Lens-Béthune. Un dossier par rapport au PO. Angélique a quitté son compagnon et son foyer il y a 3 semaines. Déboussolée, elle a d'abord passé 1 semaine dans la rue, une épreuve d'autant plus difficile quand on est une femme. Comment ça s'est passé? Vous n'étiez pas habituée? Très mal, parce que c'est pas évident. Dormir sur un banc ou n'importe où, qu'on peut se faire agresser par n'importe qui. Ça fait très mal. C'est pour ça que je suis venue ici, c'est eux qui m'ont aidée. Heureusement pour la jeune femme, l'association d'aide aux sans-abri a ouvert cet hébergement de 30 places dès début novembre, sans attendre le niveau 2 du plan Grand Froid, sans attendre des températures extrêmes. L'accueil de jour est lui ouvert 7 jours sur 7. Sinon il n'y aurait pas ça, je ne sais pas comment on ferait. L'hiver particulièrement? Ouais, surtout l'hiver. Parce que l'été encore ça va, parce qu'on arrive à trouver un peu plus d'aide et plus de facilité. Mais l'hiver, c'est les périodes les plus dures. On sait très bien qu'à partir de novembre, il y a des journées plus difficiles. Et puis aussi, notre travail à nous, à la limite, on se dit c'est quelque chose qui devrait même être ouvert à l'année. Grâce à une subvention de 130 000 € pour la période hivernale, 4 personnes sont embauchées dès novembre, de quoi accueillir la quarantaine de femmes et d'hommes qui passent ici chaque jour, comme Édouard, qui souffre d'une épaule et ne peut plus se raser seul. Ouais, elle est longue là ta barbe. Il va me falloir 5 rasoirs là au moins. Il ne coupe pas. Moi, je vais me couper. Je suis son barbier attitré maintenant. Ouais. Vous appréciez qu'on vous chouchoute comme ça ici? C'est bien mieux qu'un bras de moins, qu'une épaule de moins. Bon, ça me déplaît pas. Non. Le plan Grand Froid devrait prendre fin dès le 4 février, mais ici les portes resteront ouvertes au moins jusqu'à fin mars et quelques places pour la nuit sont encore vacantes. L'information est tombée il y a quelques heures. Un juge va enquêter sur l'embuscade d'Uzbin qui a tué 10 soldats français en Afghanistan. C'était il y a 3 ans. Leur famille se battait depuis pour que la justice accepte d'instruire leur plainte contre l'armée française. Elles estiment que la mission de ces soldats avait été mal préparée. Retour sur les faits.
Damien Buil et 9 de ses camarades sont morts à l'est de Kaboul le 18 août 2008 dans une embuscade tendue par les talibans. 8 d'entre eux, dont Damien, étaient militaires au 8e RPIMA de Castres. Le jour de leurs obsèques nationales aux Invalides, Aurore, l'épouse de Damien, refuse de rencontrer Nicolas Sarkozy. Il est responsable de la mort de ces 10 personnes et de mon mari. Il lui a ôté la vie et... Aurore Buil et les parents du soldat veulent savoir. Main dans la main, ils portent plainte quelques mois plus tard avec d'autres familles. Elle dénonce des négligences dans la préparation de la mission française ce jour-là. Dans un premier temps, le tribunal aux armées classe l'affaire, mais en 2011, un juge d'instruction ouvre malgré tout une enquête. Le parquet fait aussitôt appel. Aujourd'hui, la famille de Damien est soulagée d'avoir été entendue. Et les fautes sont tellement évidentes, sont tellement, oui, tout le monde le sait qu'il y a eu des fautes, donc on ne peut pas faire autrement que de porter plainte et puis de vouloir poursuivre. Ça, c'est plus fort que nous. On sait qu'il y a des choses qui ont été mal faites et que nos enfants sont décédés et que surtout, en plus, on ne voudrait pas qu'il y en ait d'autres qui se reproduisent. La Cour d'appel de Paris vient donc de dire oui à l'ouverture d'une enquête visant l'armée pour homicide involontaire après la mort de ces 10 soldats en Afghanistan. C'est une première judiciaire. Environ 500 personnes ont participé ce dimanche à Sarcelles à une marche de soutien aux familles de Mylène et Michael, les 2 jeunes gens portés disparus dans le naufrage du paquebot Costa Concordia. Cela fait plus de 15 jours que les proches du couple ont reçu leur tout dernier message. Les parents de Mylène et Michael ne veulent pas perdre espoir et ont imploré d'éventuels témoins à se manifester. Que les moindres personnes qui arrivent à se souvenir d'avoir vu Mylène et Michael n'hésitent pas à appeler. On demande aux gens, si jamais qu'ils ont pu apercevoir Mylène et Michael, de faire savoir pour l'autorité de leur ville. Et depuis le naufrage du Concordia le 13 janvier, 16 passagers manquent encore à l'appel. Retour sur cette fusillade la semaine passée dans le quartier du Val-de-Laurence à Limoges. L'enquête s'oriente vers le Maroc. C'est là que les 2 auteurs des coups de feu qui ont coûté la vie à un homme de 61 ans et blessé son fils se trouvent actuellement. Il s'agit de 2 jeunes du quartier, d'origine marocaine mais de nationalité française. Le parquet de Limoges a donc pu formuler une demande d'extradition auprès des autorités marocaines. Un mandat d'arrêt international a même été lancé à l'encontre des 2 hommes. Dans cette affaire, des dizaines de personnes ont été auditionnées. Un homme a même été placé en garde à vue puis relâché. Son témoignage a conforté l'hypothèse des enquêteurs, à savoir que c'est une affaire de vol de voiture qui serait à l'origine de ce fait divers. Les auteurs présumés du braquage meurtrier de Cannes mis en examen et écroués. Après 4 jours de garde à vue, ils sont passés aux aveux. 3 suspects ont confirmé avoir participé au braquage du 26 novembre dernier. Le 4e homme interpellé nie toute implication dans l'attaque. Nous savons qu'il y a eu 4 personnes sur cette affaire, c'était évident. La 4e n'est pas encore totalement identifiée. Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui vont apparaître dans le cours de l'instruction criminelle. Je veux dire, ce ne sont pas des... nous n'avons pas complètement terminé aujourd'hui le travail d'enquête. 3 des auteurs présumés du braquage de Cannes risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Terminer le séjour à l'année dans un camping en France, c'est ce que stipule un amendement d'une loi votée en décembre dernier en toute discrétion. La loi Léonard, c'est son nom, limite désormais à 3 mois le temps de séjour dans un camping. Les militants du DAL, le droit au logement, dénoncent une nouvelle loi anti-pauvres. Réaction dans ce camping de Haute-Garonne. Au début, j'étais venue pour un certain temps et là, ça fait 20 ans que j'y suis. Quitter le camping, ça serait dur pour moi, vous savez. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et si la loi leur interdit de rester plus de 3 mois d'affilée dans un camping, ils n'auront plus d'autre issue que la rue. On n'a pas les moyens de se prendre un appartement ou une maison à 700 ou 800 euros, plus les charges. Je suis à la retraite et je suis obligé de rester là parce que j'essaie de prendre un logement et on ne m'aide pas. Je suis obligé de rester là pendant ma retraite parce que la retraite, je ne touche pas beaucoup. Combien? C'est 50 euros par mois. Ensemble, solidaires, en plein air, il serait plus de 100 000 en France à habiter les campings à l'année, incognito. Beaucoup ont un emploi, mais pas de vrai toit. Et aujourd'hui, j'en peux plus. J'en peux plus. Parce que c'est plus une vie, le camping. Ça va bien un petit moment, mais être tout le temps... Parce que le camping, ça va bien quand on travaille, mais quand on ne travaille pas... Bon. Lui est en arrêt maladie. D'autres revendiquent un choix de vie.
Pour la première fois, patrons de camping, gens du voyage et associations bataillent ensemble contre le droit d'être expulsable au bout de 3 mois, y compris d'une tente ou d'une caravane. Il s'agit aujourd'hui de donner un certain nombre de droits, notamment pour ne pas qu'ils puissent se faire expulser et abuser soit de maires qu'on connaît qui aiment bien chasser les pauvres de leur commune, hein, c'est pas une nouveauté, ou soit de gérants de camping qui peuvent aussi profiter de la première nécessité pour abuser de leur pouvoir. L'abandon de l'article favorisant l'expulsion, c'est ce que réclament les associations, tout comme le Conseil général. Le ras-le-bol d'une famille de Courébouy en Isère. Sa maison, construite près d'un virage, est régulièrement endommagée par des accidents de la route. Et depuis 6 ans, plus de 50 voitures ont terminé leur course contre sa façade. Et dernier accident en date ce week-end. Cette fois-ci, c'est un camion qui a fini sa route dans la véranda. 5h30 du matin, les habitants de cette maison sont réveillés en pleine nuit. Un grand bruit de frein, un grand boom, ça fait vibrer les murs d'une maison. Puis quand on ouvre la porte, on voit tout de suite ce qui s'est passé. Une véranda complètement détruite par un camion. Le véhicule arrivait un peu trop vite dans les virages, le conducteur a perdu le contrôle et a fini sa course dans la maison. Plus question d'y habiter pour les propriétaires. Le couple de retraités a trouvé refuge chez leur fils. Ils sont encore sous le choc. Ce que j'ai peur, c'est après, quand on entendra des grincements de frein. Parce qu'on en entendra encore. Les grincements de pneus, c'est récurrent. 6000 véhicules empruntent la route chaque jour et ce n'est pas le premier accident. La maison semble même les attirer. C'est le 3e camion qui verse ici. Et des voitures, j'ai arrêté de compter à 50 en 6 ans. La coupe est pleine, on n'en veut plus. Il faut trouver une solution. En fait, ça fait plusieurs années qu'ils demandent les aménagements. La mairie est consciente du danger, mais c'est une route départementale. C'est donc au Conseil général de sécuriser l'entrée du village. C'est une route qui est très souvent glissante quand on est en temps de pluie ou en temps brumeux. On a eu le panneau, ça c'est vrai, mais aujourd'hui on aimerait pouvoir vraiment signifier que la vitesse n'est pas de 90, il faudrait qu'elle soit de 70. Et le panneau se fait attendre. La mairie a déjà fait 2 demandes qui n'ont pas abouti. Du coup, une autre piste est envisagée, un radar pédagogique. Pendant l'examen du dossier, la famille aura encore du mal à trouver le sommeil. Le 39e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est achevé ce week-end. Le Grand Prix a été attribué à Jean-Claude Denis et le Fauve d'Or du meilleur album à Guy Delisle pour Chronique de Jérusalem. Le Québécois invite le lecteur à suivre un reportage passionnant sur la ville sainte. Rencontre. Depuis une dizaine d'années, Guy Delisle promène plumes et carnets dans des pays aux situations géopolitiques complexes et risquées. Son travail graphique oscille entre autobiographie et BD reportage. Guy Delisle est un libre penseur de la BD contemporaine et son dernier ouvrage, Chronique de Jérusalem, est dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême 2012. Quand on dit reportage, pourquoi pas? Quand on dit journaliste, je trouve que c'est un peu loin, je me sens pas vraiment journaliste. Parce que moi, je vais pas vers l'action, vers là où ça chauffe, et puis je vais pas faire à chaud des choses. J'attends que les histoires me tombent dessus, parce que déjà, je passe 1 an à Jérusalem, donc forcément, je vis des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Je note tout ça. Guy Delisle suit dans ces pays sa femme, qui fait partie de Médecins sans frontières. Et à Jérusalem, il en a profité pour offrir son regard, souvent drôle, parfois tendre, mais toujours sans concession. Quand j'ai fait l'album, je me suis dit, oh là, je vais m'en prendre plein la tête. En fait, pas du tout. J'ai eu une fille qui m'a envoyé une volée de bois vert. Donc voilà, elle m'a écrit une lettre en disant à quel point j'étais très subjectif et j'avais pas un mot gentil pour les Israéliens. Une fois. Et à côté de ça, j'ai eu par contre une dame qui m'a écrit, qui a beaucoup aimé mon album, même si elle dit qu'elle est juive de droite. Donc j'ai répondu, je trouvais ça très fair-play. Après la Corée du Nord, la Chine, la Birmanie et Jérusalem, Guy Delisle ne devrait pas repartir tout de suite car ses enfants ont grandi, ce qui devrait permettre à cet auteur canadien de mettre en place très rapidement de nouveaux projets éditoriaux. Tout de suite, votre édition des initiatives.